Moi, je vais vous parler aujourd'hui au titre d'ancienne responsable du pôle observation de l'Observatoire du SAMU social de Paris. Donc moi, je vais vous parler d'une population spécifique de femmes migrantes. C'est celles qui sont arrivées en France depuis souvent un petit moment, on verra, et qui sont mises à l'abri par le dispositif du 115 dans des hôtels qui n'ont rien de sociaux à proprement parler, puisqu'on est dans l'hôtellerie, lambda, voire l'hôtellerie de toutes les périphéries de ces villes d'Île-de-France. Donc avant de vous expliquer à partir d'où je parle, deux mots sur la mise à l'hébergement, la mise à l'abri et l'hébergement à l'hôtel. Donc, il faut savoir qu'en fait, juste en Île-de-France, il y a 18 000 familles qui sont hébergées dans plus de 600 hôtels répartis dans toute l'Île-de-France. Donc ça, c'était en 2016. Parmi ces familles, 9 sur 10, donc là je parle de ménages, 9 familles sur 10 sont des familles migrantes. Donc on voit une énorme proportion de familles migrantes. Et l'option d'hébergement d'urgence à l'hôtel est en fait celle qui est moins bien notée, notamment pour s'agissant de l'accompagnement et du suivi social. C'est sûr qu'on est moins bien suivi quand on est à l'hôtel plutôt que quand on est en CHU ou en CHRS. Donc c'est des hôtels qui sont souvent mal desservis, où il n'y a pas forcément de transport en commun. Et c'est des hôtels dans lesquels les femmes peuvent connaître une certaine forme d'instabilité de l'hébergement, puisqu'on peut arriver... Chaque changement familial fait qu'on est obligé de changer d'hôtel. Et puis, selon les politiques départementales, dès qu'il y a un match de foot aussi dans le stade d'à côté et que l'hôtel doit héberger des touristes et non plus des familles, voilà. On est dans une espèce de plasticité où donc le PHRH, qui est le pôle d'hébergement et de réservation hôtelière, gère de plus en plus de monde. Notamment, il y a à l'heure actuelle aussi une saturation du parc hôtelier. Notamment, pour vous donner une petite idée, en fait, il y a une augmentation de la durée d'hébergement ces dernières années. Alors qu'en 2015, on était à 23 mois en moyenne de durée d'hébergement, en 2017, on est à 28 mois. Donc vous voyez déjà en 2 ans comment la moyenne a augmenté de 5 ans. Et avec des naissances, on est à plusieurs milliers de naissances dans le parc hôtelier francilien tous les ans, puisque c'est 12 000 ménages en moyenne hébergés chaque jour et 12 000, sachant que 4 ménages sur 10 est hébergé depuis plus de 2 ans sur le dispositif. Donc on est quand même sur du temps long, on ne fait pas que passer dans ces hôtels. Donc sur une année complète, le SAMU social, juste en hôtel, peut héberger, donc en 2017, c'était 20 000 ménages distincts, soit 57 000 personnes. Hein. Là, on parlait de familles ou de personnes, sachant que les familles sont composées de plusieurs membres. Donc des durées de séjour assez longues. Je ne vais pas parler de la difficulté. Voilà, c'est un gouffre financier aussi pour les dispositifs publics de loger tout ce monde-là. Et on est dans le lieu d'hébergement d'une population dont une proportion importante de familles est sans ou en attente de statut légal. On va aussi avoir beaucoup de nini, donc ces femmes ni expulsables, ni forcément régularisables.
Et en même temps, on ne le voit pas sur la diapo, mais je voulais quand même dire que c'était aussi une mise à l'abri et des lieux de vie, qu'on voit bien aussi quels ont pu être le trajet de certaines. Et effectivement, pour certaines, la fin, ou en tout cas, un passage en France sera dans ce type d'hôtel, donc je vous ai mis une petite illustration. Donc pour aller plus en entonnoir, moi je vais vous parler à partir d'une enquête qui s'appelle Des Saphirs, droit et santé des femmes hébergées, isolées, réfugiées. Donc c'était une enquête, une recherche internationale portant sur l'accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes mises à l'abri en hôtel. Donc c'est une étude, je vais aller très vite, mais donc de l'Observatoire du SAMU social, mais aussi d'un laboratoire de l'université Paris 1 et qui a eu un certain nombre de financements, notamment de l'ANR, mais aussi de Sanofi, de la Fondation de la Massif et de HRA Pharma. C'est une étude, je vais aller assez vite parce que c'est une étude assez complexe, mais moi ce que je voudrais c'est vous présenter un petit peu le profil de ces 469 femmes incluses dans l'étude. Donc on voit les origines de ces femmes rencontrées, c'est avant tout, elles sont pour la plupart africaines. La moitié sont des femmes qui vivent en couple avec enfants et l'autre sont en situation de famille monoparentale, sachant que 40% vivent avec un seul enfant. Le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants dans ces hôtels est normal aussi puisque c'est une mise à l'abri des familles. Donc à partir du moment où les femmes sont enceintes ou parce qu'elles ont des enfants, elles vont être plus prioritaires que ce qu'on appelle les personnes isolées pour être mises à l'abri dans ces hôtels. On voit aussi à droite, là, vous avez un petit graphique avec leur situation administrative. Et on voit donc qu'il y a 4 femmes sur 10 qui, en gros, n'a pas ou plus de titre de séjour valide, sachant que il y en a 1 sur 10 qui est demandeur d'asile, 2 sur 10 qui ont des titres de séjour très précaires, c'est-à-dire inférieurs à 1 an, et d'autres qui soit ont un titre de séjour stable, soit sont regroupées aussi ici celles qui ont une nationalité d'un pays européen. Et donc, on va avoir aussi parmi ces stables des femmes d'origine roumaine. Donc, un âge moyen assez jeune, évidemment, de 34 ans, les 3 quarts entre 27 et 38 ans. Donc, on est en plein dans l'âge de la procréation également. Et 1,7 enfants en moyenne vivent avec ces femmes dans leur chambre. Elles ont des temps de présence assez importants, puisque là, on voit que la moyenne de présence en France est de 5 ans, sachant que 1 sur 2 arrivait avant 4 ans et 1 sur 2 arrivait à passer plus de 4 ans en France, sachant évidemment que les demandeuses d'asile sont celles qui ont la présence en France la moins longue. Elles ont évidemment aucune ressource, puisqu'on voit là que 50% vivent avec moins de 100 euros par mois. Et elles sont plus de 80% à dire avoir manqué d'argent au moins une fois pour acheter de la nourriture dans l'année qui s'écoule. Donc une situation relativement précaire et en même temps, voilà, quand même au chaud. Une femme sur 10 dit aussi ne pas avoir de suivi social. Quand on leur demande pourquoi elles sont venues en France, en fait, on voit que pour la plupart, c'est pour sa sécurité ou celle de sa famille et pour améliorer ses conditions de vie. Et en même temps, on sait aussi que la plupart des femmes rencontrées, en fait, ont fui des formes diverses et souvent combinées de violences. Et parmi ces violences, on va distinguer celles qui ont été exercées par des agents de l'État à proprement parler, et d'autres qui ont été des violences exercées par des membres de la famille.
par rapport aux violences déclarées dans l'enquête, on demandait aux femmes quel type de violence c'était la fin. À la fin de l'enquête, on leur demandait quel type de violence elles avaient pu subir. Et elles ont été interrogées sur leur exposition à tout type de violence. Donc pour aller assez vite, parmi l'ensemble des femmes incluses, on voit une grosse prévalence en fait des violences. 3 femmes sur 4 déclarent avoir subi au moins une violence au cours de sa vie, quelle qu'elle soit, sachant que la violence, ça allait de la destruction ou la confiscation des papiers jusqu'au travail forcé, en passant par la privation de liberté, par l'agression sexuelle ou par les agressions physiques. Donc les types de violences déclarées les plus fréquentes sont les insultes, puis les vols et les menaces. Et en même temps, les agressions proprement physiques concernent 3 femmes sur 10 et quand même les agressions sexuelles, plus d'1 sur 4. Et on leur avait demandé où est-ce qu'elles avaient vécu les violences. Et là, juste un chiffre sur cette photo, on leur a demandé aussi si elles ont trouvé que leur voyage il était compliqué, pas très compliqué ou pas du tout compliqué. Et on voit ici qu'en fait, en jaune, en orange, vous avez les agressions sexuelles. Et on va voir qu'en bleu, donc, on a les violences tout type et tout auteur. Et en gris, on a les violences conjugales. Et en fait, ce qui est assez frappant ici dans ce tableau, c'est que celles qui déclarent avoir vécu un voyage très compliqué sont également celles qui déclarent le plus avoir vécu des violences dans le pays d'origine. Donc on est ici quand même dans les violences comme déterminant au voyage. Et c'est parce qu'on a eu la vie la plus pourrie, entre guillemets, dans le pays d'origine, qu'on va avoir les conditions les plus dégueulasses de trajet en tant que telles. Et on voit aussi que c'est celles qui ont vécu les voyages les plus compliqués, qui ont aussi le plus souvent vécu des agressions sexuelles au cours de leur voyage. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce qu'on en a discuté un petit peu ce matin. Il y a encore des violences, évidemment, depuis l'arrivée en France, notamment à des moindres violences, mais la violence continue une fois qu'on est arrivé en France. Et les violences, le fait d'avoir subi des violences n'est pas sans conséquence sur la santé perçue, puisque les femmes qui déclarent des violences déclarent aussi le plus souvent avoir un mauvais état de santé. Et c'est encore plus frais pour les deux. En bas, là, on a les violences déclarées parmi on a l'état de santé psychique déclaré, selon qu'on ait ou pas déclaré des violences sexuelles. Et plus les femmes déclarent avoir vécu des violences sexuelles, moins elles déclarent un bon état de santé psychique. Je vais aller assez vite, mais voilà, on voit bien une corrélation. On le sait, mais là, voilà, c'est un petit peu chiffré. Donc voilà, ces femmes, elles ont eu des parcours, pour lesquels la violence jalonne de fait ces parcours, et en même temps, elles sont là et elles ont aussi un accès aux droits et un recours aux soins. Si on va d'un point de vue basique, en fait, sur la proportion de femmes qui ont une couverture maladie. On voit que les demandeuses d'asile sont les moins bien couvertes et que viennent ensuite, donc les demandeuses d'asile, c'est celles qui sont vraiment tout au milieu, puisqu'elles sont 28% à n'avoir aucune couverture maladie. Ce qui est intéressant, on va voir donc que parmi les 100 titres de séjour valides, elles sont près de 7 sur 10 à avoir accès à l'AME. Tandis que parmi celles qui sont dans des statuts précaires, donc des titres de séjour inférieurs à 1 an, elles sont plus nombreuses à plutôt avoir la sécurité sociale, donc, dont la CMUC et la PUMA. C'est assez intéressant à l'heure actuelle, étant donné les débats aussi sur la suppression ou pas de l'AME. J'ai voulu un petit peu insister sur ces chiffres-là.
Et ça veut dire quoi, être couvert ou pas sur cet accès aux soins? Certes, on ne peut pas parler d'une totale universalisation, puisqu'en 99 a été de toute façon décidé de séparer l'AME du régime de sécurité sociale générale. Reste que, et on le voit ici, ces femmes, elles vont quand même et là, on est sur un recours à des soins médicaux pour soi et pas pour les enfants. Hein. Là, c'est typiquement pour elles. Au cours des 12 derniers mois, elles sont près de 7 sur 10 à avoir vu un médecin général. Donc, on est à 20% on est à 20% de moins qu'en population générale. Mais bon, on est quand même dans une offre, dans une consommation de soins, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que celles qui n'ont aucune couverture sont moins de la moitié à consulter un généraliste, tandis que celles qui ont la sécurité sociale, elles sont 77%, et celles qui ont l'AME, elles sont quand même 69% à avoir consulté un généraliste. On voit que ce taux baisse beaucoup plus pour les consultations gynéco, mais que, encore une fois, en fait, avoir l'AME ou la sécurité sociale permet aussi des consultations de spécialistes, sachant que les consultations de sages-femmes sont aussi très très corrélées, vous vous en doutez, au fait d'avoir accouché ou pas dans l'année. Donc j'irai moins... mais ce qui est intéressant ce qui est de toute façon intéressant par rapport ne serait-ce aussi qu'à l'ouverture de droit, c'est que l'enquête met vraiment en évidence qu'en fait, le fait d'avoir accouché en France et en fait, le fait d'avoir accouché en France est positivement corrélé au fait d'avoir finalement d'avoir une couverture maladie, d'avoir un parcours de droit, une couverture maladie en règle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur a demandé où est-ce qu'elles avaient eu leur dernière consultation. Et on voit que pour le médecin généraliste, en fait, près de la moitié de la dernière consultation de ces femmes a eu lieu notamment dans un cabinet médical en ville, et ce, quel que soit la couverture maladie. On voit que pour la consultation d'un gynécologue à proprement parler, c'est à l'hôpital et à la PAS que les femmes vont en premier pour ce type de consultation. On voit aussi que finalement, ceux qui n'ont aucune couverture maladie sont des gens qui n'ont pas forcément consulté en France et ont consulté avant d'arriver en France. Donc c'est les 17 verts à gauche, et c'est ceux qui sont en... C'est pas la même couleur, je suis désolée. C'est ceux qui sont en bleu sur la droite. Mais donc on voit en fait aussi... pour se rendre chez le médecin, la plupart de ces femmes ont un temps de trajet supérieur à 1 heure, en fait. Au moins pour un cinquième des femmes qui ont consulté. Ce qui est intéressant, c'est que même quand elles changent d'hôtel, en fait, et là on parle de femmes qui sont dans le 77, dans le 91 et dans le 93, donc qui peuvent être très éloignées de Paris, une fois qu'elles ont un médecin, soit qui parle leur langue, soit en qui elles ont totalement confiance, elles vont pouvoir faire plus d'1 heure pour aller voir le médecin. Je ne sais pas combien de temps Là, c'est fini. Bon, je ne vous parlerai pas donc de leur accès à la contraception, juste pour vous dire que quand même parmi ces femmes en fait qui utilisent donc une contraception. Je voudrais juste finir là-dessus. On se demandait, en fait, et dans une enquête précédente, on avait vu qu'il y avait une utilisation de l'implant bien supérieure qu'en population générale. Et on se demandait, est-ce que c'est un choix de leur part? Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé? Et en fait, c'est là où aussi on a quelques éléments de réponse. Les lieux de l'obtention pour l'implant, on le voit, ça passe à 80% à l'hôpital. Et on voit ici l'importance du passage à l'hôpital dans l'obtention d'un moyen
moyens de contraception pour ces femmes. Et en même temps, quand il s'agit de parler du choix de la contraception, on voit que pour l'implant, finalement, c'est elle seule ou elle avec le professionnel ou elle avec le conjoint qui ont procédé à ce choix, et que c'est pas tant un choix aussi imposé que ce à quoi on aurait pu croire au départ. Et on va voir en fait qu'effectivement, il y en a pour qui la prescription d'un implant a été négociée en postpartum immédiat. Il y en a beaucoup de femmes qui le vivent comme quelque chose qu'elles n'ont pas forcément, choisi. Certaines ont insisté sur la minimisation, voire l'occultation des effets secondaires liés à l'implant de la part de l'équipe médicale qui les suivait. On leur parlait de rumeurs de femmes et que c'était pas vrai, que ça faisait grossir, que c'était pas vrai, que ça... Et en même temps, voilà, pour beaucoup, l'implant prescrit est aussi choisi pour sa discrétion vis-à-vis d'un conjoint désapprouvant l'usage d'un contraceptif. Voilà, quand un conjoint fouille ses affaires, ça peut être bien aussi de pouvoir négocier le fait d'avoir un implant avec le professionnel. Donc voilà, des femmes qui sont dans des situations évidemment matérielles, qui vont pas bien, mais des femmes qui restent quand même avec un minimum d'accès aux soins, même s'il y a évidemment énormément de problèmes, notamment de traduction, notamment d'accès et que je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut vraiment que les équipes médicales, je pense que il y a beaucoup d'équipes médicales dans la salle et que c'est aussi un souci de communiquer au-delà du strict minimum. Mais voilà, des femmes des femmes migrantes qui sont dans des situations de sas, d'attente. C'est beaucoup aussi d'attente, c'est d'attente de pouvoir aussi avoir des papiers pour aussi pouvoir travailler à un moment. Mais voilà, des femmes qui sont dans des situations ni toutes roses, ni toutes voilà.